Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour Madame Macbrook. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes Pierre Lellouche, ancien ministre. Vous êtes aussi un spécialiste reconnu des questions internationales. Je voudrais préciser que vous avez été représentant spécial pour l'Afghanistan et le Pakistan. Vous avez été également président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est donc votre expérience et votre vision que nous allons interroger ce matin. Auteur également de nombreux ouvrages dans ce domaine. Après l'attaque massive avec près de 200 missiles balistiques iraniens sur Israël, Tsahal promet une riposte. Nous vivons une accélération brutale de l'histoire. Vers quoi, selon vous, est-on en train de basculer ? J'espère que je me trompe en disant qu'on bascule vers probablement, possiblement, un affrontement direct entre Israël et l'Iran, ce qui serait catastrophique, parce que il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. L'Iran est pris en otage depuis 1979 par un régime fanatique qui tient tout le pays, qui est absolument déterminé à tuer l'État d'Israël et les Juifs dans la région. Ils vous le disent en face, ils me l'ont dit, à Téhéran, en face. C'est pas des slogans, c'est ce qu'ils veulent faire. Et regardez les dates. 1979, Khomeini arrive au pouvoir, en partie grâce à nous d'ailleurs. À l'Occident. Neuf le château. 83, 4 ans plus tard, ils fondent le Hezbollah. Donc, la prise en étau d'Israël est une stratégie de très longue haleine. Évidemment, la guerre d'Irak leur a rendu un énorme service. L'invasion de 2003 a tué l'opposant Saddam Hussein qui résistait à l'Iran. Du coup, l'Iran s'est installé comme la puissance régionale dominante dans la région. Et son programme nucléaire, lancé par le Shah il y a 50 ans, continue. Donc, c'est des gens qui ont une vision stratégique sur le long terme. C'est important ce que vous dites, Pierre Lellouche. C'est-à-dire que ce qu'on a vu hier soir, qui est inédit dans l'histoire, ce n'est pas seulement la réponse à l'élimination d'Hassan Nasrallah, c'est aussi une trame, un projet de très longue date. De domination de toute la région et de prise de contrôle de toutes les ressources. Ils sont 4e producteur de pétrole dans le monde, mais l'essentiel des ressources, c'est dans les petits Émirats, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, qui est beaucoup plus faible. On a affaire à un pays qui représente quand même 92 millions d'habitants, c'est-à-dire 10 fois la taille d'Israël, qui est grand comme 3 fois la France. C'est un grand pays avec des gens qui sont très compétents. C'est une grande civilisation, les Perses. Donc, l'idée d'une guerre directe entre Israël et la Perse, c'est catastrophique pour les deux pays, d'autant que dans l'histoire, il y avait une grande proximité entre les Juifs et les Persans, très grande, qui a été supprimée à l'arrivée des islamistes, des fanatiques chiites en 79. Et aujourd'hui, vous pointez le risque, Pierre Lellouche, d'un affrontement direct. On parle de deux grands pays, poids lourds dans la région. Oui. C'est-à-dire que la riposte de Tsahal peut-être une riposte directe, de viser directement. Ça, de toute façon, elle sera directe sur l'Iran. La question, c'est de savoir quelle intensité et quels objectifs. La dernière fois, si j'ose dire, au mois d'avril, la riposte avait été très calibrée du point de vue israélien, en ne ciblant que les défenses aériennes à Isfahan, près des installations nucléaires iraniennes, mais sans viser, sans les détruire. Il est vrai qu'à l'époque, les Iraniens avaient envoyé 350 projectiles, dont très peu de missiles balistiques. Ils avaient surtout envoyé des drones, ils avaient des missiles de croisière qui sont relativement faciles à descendre en plein vol par des avions. Mais le balistique, c'est autre chose. Un missile balistique, ça vole à Mach 5, 5000 km/h. Et la distance entre les deux, c'est 1500 km. Donc vous avez très peu de temps de réaction. Il faut savoir aussi que l'Iran a la plus grande force de missiles dans la région, et même, si on comparait, nous, je peux regarder avec envie. Ils ont 3000 missiles balistiques en stock, dont certains ont 4000 km de Si on vous écoute ce matin, et eu égard à ce que vous dites sur ce décor, Israël n'a pas d'autre choix que d'une riposte massive, importante, qui pourrait alors entraîner une déflagration dans la région. C'est une menace de mort permanente que fait poser l'Iran sur Israël, avec cette stratégie des tentacules. Je les compare toujours à une pieuvre, parce qu'ils ont construit des tentacules, une au Yémen, une en Irak, une en Syrie, et bien sûr au Liban, où il y avait la tête de attaquant sur toutes les frontières. Voilà, et ils se sont imposés, alors qu'ils sont perses, ils sont chiites, ils sont pas arabes. Ils se sont imposés dans la rue arabe comme l'État du front contre Israël, et celui qui remporte des succès. C'est important, on va en parler, du sud global, des rues arabes, parce qu'il n'y a pas une seule rue. Mais dites-nous, Pierre Lellouche, est-ce que selon vous, cette riposte, c'est aussi le début de la guerre contre le nucléaire iranien ?
C'est possible parce que c'est vraiment une menace existentielle que font peser les Iraniens. Il faut savoir que, outre l'envie qu'ils ont d'en finir avec Israël, ça leur sert aussi de parapluie, de protection, et ça leur permet de déployer dessous des attaques par d'autres gens, les Hezbollah et les autres, contre Israël, et tout en étant eux-mêmes sanctuarisés. Ajoutons que, en raison des conséquences de la guerre d'Ukraine, c'est le sujet de mon livre, quelles sont les conséquences de cette guerre, on a vu apparaître une alliance extrêmement toxique, non seulement entre la Russie et la Chine, mais aussi avec deux autres pays toxiques, l'Iran et la Corée du Nord, qui participent à la guerre d'Ukraine et participent à la guerre au Proche-Orient. L'Iran vend des missiles et des drones à la Russie pour taper sur l'Ukraine. La Corée du Nord donne des missiles, en échange d'aide nucléaire d'ailleurs, à la Russie. Et tout ça a des conséquences totalement délétères. Le pétrole iranien, qui était sous embargo depuis longtemps, est détourné par la Chine. C'est pour ça que le régime iranien peut fonctionner. Mais pire encore, les mesures de contrôle sur le nucléaire iranien qui avaient été prises en 2015, après 13 années de négociations d'accords dits JCPOA, où la France, l'Europe avaient beaucoup participé. Cet accord a été dénoncé par Trump en 2018, et du coup, les Iraniens se sont engouffrés pour accélérer leur production de missiles et accélérer leur production nucléaire. Nous en avons la preuve, cette accélération, ce rapprochement jusqu'à l'aboutissement et l'arme nucléaire. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que les Russes à l'ONU ont supprimé les mesures de contrôle sur les missiles, et que sur le nucléaire, il n'y a plus aucun contrôle. Il suffit de regarder le dernier communiqué de l'Agence internationale d'énergie atomique qui dit les choses. La France et l'Angleterre ont demandé des inspections. Il n'y a plus aucune inspection sur le programme nucléaire iranien. Et on pense qu'ils ont, de l'aveu des experts de l'AIEA, au moins 450 kilos d'uranium enrichi et de quoi faire immédiatement 3 bombes atomiques. Alors, on va me dire, mais c'est pas de quoi faire une bombe, c'est pas une bombe, etc. Mais ils sont très très proches du seuil nucléaire, et on a vu de la part d'un certain nombre de porte-parole, je le cite dans mon livre, des gens qui disent on n'attend plus que le feu vert avant de passer à la bombe. Votre livre, Pierre Lellouche, intitulé Engrenage, au pluriel avec S, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, les conséquences, cette tectonique des plaques géopolitiques aux éditions Odile Jacob. Il y a eu des condamnations occidentales très très nombreuses, les États-Unis, l'Union européenne. Qu'en est-il justement du reste du monde? Le Sud global, la Russie, la Chine, les rues arabes. Est-ce que vous vous inquiétez en tant que spécialiste de ces sujets-là, de réaction de ces pays? Alors, j'ai cru comprendre que ni la Russie ni la Chine n'avaient condamné. Ils ont plutôt attaqué les Américains en disant vous contrôlez plus rien, etc. Ils n'ont pas condamné l'attaque iranienne. Ce qui démontre, encore une fois, que nous avons... J'essaye de démontrer dans le livre qu'on passe vers un monde post-occidental et qu'en face du monde occidental, c'est-à-dire les Américains, les Européens et quelques pays en Asie alliés, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée du Sud, le reste est en train d'être pris sous le contrôle de la Chine et de la Russie, et ce que j'appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse, c'est-à-dire Chine, Russie, Iran et Corée du Nord. Ça rappelle un peu la rhétorique de l'axe du mal de George Bush, et ça nous a mené un peu aussi à la catastrophe. Voilà, donc on est dans un moment de l'histoire qui est problématique. Je pense que les Israéliens, de toute façon, n'ont pas d'autre choix que de réagir contre l'Iran. Oui, mais tout va dépendre de la taille de l'attaque, s'ils s'en prennent ou pas au site nucléaire. Et il faut savoir que derrière, les Iraniens ont énormément de missiles encore, et qu'à un moment, le dôme de fer, il est saturé. Et en plus, ça coûte une fortune. Chaque intercepteur coûte plusieurs millions de dollars. Donc c'est compliqué de protéger toute une population. Pierre Lellouche, nous sommes à quelques jours du 7 octobre, un an après les attaques terribles. On peut dire que cette date a marqué, vous le dites d'ailleurs, vous l'avez dit très rapidement, le lendemain de ces attaques, le basculement inédit dans notre histoire contemporaine. Si on regarde le décor aujourd'hui avec un peu de recul, le Liban est totalement affaibli, au centre de cette escalade. Gaza est une enclave ravagée. Le Sud global veut la fin de la domination occidentale. Et dénonce le juif comme un super blanc colonialiste, parce que il y a un renversement maintenant de l'équation. C'est-à-dire que nous tenions depuis 1945 un certain nombre de principes internationaux, les droits de l'homme, etc. Tout ça a été complètement renversé par une rhétorique qui est que les Blancs, et surtout les Juifs qui sont des super Blancs, sont en train d'imposer un nouveau colonialiste. Le Palestinien devient la victime expiatoire du Sud global, et reconnu comme tel. C'est pour ça que vous avez manifestation, la globalisation de l'antisémitisme, qui est un réel problème.
Alors, globalisation, c'est-à-dire une internationale de l'antisémitisme. Bien sûr, oui, dans le monde entier, y compris dans les facs américaines, ou dans mes anciennes facs à Harvard ou à Sciences Po, c'est complètement délirant. Je reconnais plus mes anciennes universités. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est antisémite au nom du bien, au nom de l'antiracisme, au nom de la défense des Palestiniens. Donc, on a complètement renversé l'équation. Mais alors, comment on fait face à un tel récit, y compris sur notre sol en France? Je le disais, à quelques jours du 7 octobre, par rapport à nos banlieues. Est-ce que vous craignez aujourd'hui des répliques, quelle que soit d'ailleurs leur nature, dans ce contexte de regain de l'antisémitisme? Écoutez, j'espère que non, mais il y a de quoi, en effet, avoir des craintes, mais j'espère que non. Tout va dépendre de la pédagogie de la part de nos dirigeants. Vous entendez la voix de la France? Disons que, par moments, je me pince. J'ai entendu le nouveau ministre des Affaires étrangères appeler à un cessez-le-feu à Israël, alors que le problème du cessez-le-feu, c'est du côté du Hezbollah, parce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui s'appelle 1701, adoptée à l'unanimité à l'issue de la guerre de 2006, qui disait au Hezbollah, s'il vous plaît, mettez-vous de l'autre côté du Litani, et comme ça, on arrête la guerre. Mais malheureusement, le Hezbollah ne s'est jamais retiré de cette zone, et ensuite, à partir du 8 octobre, a commencé à taper 8800 missiles sur Israël, quand même, depuis un an. Donc on peut comprendre que Netanyahou ait riposté. Alors, ces derniers jours, on a cru à un espoir. Moi-même, je pensais que le Hezbollah étant décapité, c'était peut-être le moment de sortir de cette prise d'otage. Et de trouver des interlocuteurs palestiniens. Palestiniens et libanais pour reprendre le contrôle de leur pays. C'est là-dessus que j'aurais aimé que la France prenne des initiatives pour aider le Liban à reprendre le contrôle de son pays. À l'ONU, le nouveau président iranien, qui est un cardiologue assez sympathique, a commencé à dire, oui, dans le fond, on aimerait bien retourner dans la communauté internationale. Sauf que le pouvoir, c'est pas lui. Les mollahs. C'est les mollahs. Et qui a tiré les missiles hier? C'est les gardiens de la révolution. Vous pensez qu'il y a eu un débat entre... ou alors que l'Iran, la tête de l'Iran a décidé d'attaquer Israël, quelles que soient les conséquences? C'est Khamenei qui l'a fait. D'abord, ils ont dit pourquoi ils l'ont fait. Ils ont dit viser le Mossad et 2 bases aériennes qui ont servi de base de lancement des attaques contre Nasrallah. Donc le vrai pouvoir, il est encore entre les mains des mollahs, et malheureusement, c'est un peu comme les régimes dictatoriaux de l'URSS ou de la Chine, c'est le parti politique qui contrôle l'État et pas l'inverse. Mais Pierre Lelouch, le pouvoir est donc entre les mains du mollah en Iran. Le pouvoir n'est plus tellement en Occident, puisque vous dites dans votre livre, c'est la fin de la domination occidentale. À terme, oui. Oui, mais pour Israël, entouré finalement de toutes ces menaces, et avec de plus en plus une hostilité, parce qu'il y a des morts civiles, il faut le rappeler, en grand nombre à Gaza, au Liban également. Est-ce qu'un pays aussi fort militairement avec la nouvelle technologie peut résister malgré une telle défiance? Alors c'est toute la question qu'ont les Israéliens devant eux. Vous avez d'un côté la prouesse technologique et de l'autre côté l'absence de stratégie. Parce que se défendre, c'est bien, mais pour quel objectif politique? Vous savez, Clausewitz disait « la guerre n'est que le moyen ». Et un moyen sans but politique ne se conçoit pas. C'est ça qui m'intéresse. Quel est le but politique d'Israël? Parce que vous avez un ancien Premier ministre, et je suppose que vous êtes en totale opposition avec ce que dit Dominique de Villepin. Lui, il pense que le rêve de Netanyahou, c'est la guerre avec l'Iran, et il pense que même des membres du gouvernement de Netanyahou veulent un grand Israël aujourd'hui. Alors, il y a autour de Netanyahou, en effet, 2 alliés très problématiques qui sont d'ailleurs... à l'origine, c'est cette mouvance-là qui est une mouvance zélote qui est à l'origine de la mort de Rabin quand même. Donc ces gens-là sont effectivement problématiques. Mais je ne dirais pas du tout que la logique d'Israël, c'est la guerre à outrance. Pas du tout. Le problème qu'ils ont, c'est de savoir s'ils peuvent faire confiance à un État palestinien et avec qui on le construit. L'objectif stratégique, ça doit être ça. Mais c'est pas celui, en effet, de Netanyahou. Et c'est pour ça qu'il faut de nouvelles élections, que souhaitent les Israéliens eux-mêmes. Et puis, conseil d'amis, pour moi qui ai fait un peu de politique, c'est d'enlever la proportionnelle. On parle de proportionnelle en France, mais c'est la pire méthode. Si vous voulez avoir un gouvernement qui puisse prendre des décisions, il ne faut pas prendre la proportionnelle. Je voudrais conclure avec une phrase que l'on entend de plus en plus qui concerne la France, Pierre Lelouch. Je voudrais savoir si vous la reprenez à votre compte. La libanisation de la France, c'est-à-dire une fragmentation de l'État, minée par les divisions, les fractures dans notre pays, un État qui n'aurait plus d'autorité et un risque aussi de banlieue en ébullition. Mais c'est malheureusement quelque chose que je dénonce depuis de nombreuses années. Effectivement. On peut utiliser balkanisation ou libanisation, c'est-à-dire des zones qui sont prises par d'autres et où règne un autre type de loi.
Et on voit ça dans les périphéries d'un certain nombre de nos villes, et c'est très problématique. Il faut absolument reprendre le contrôle. Il faut absolument que l'éducation et l'intégration à l'école se fassent, et pour ça, il faut fermer les frontières. Et donc, le problème du moratoire aux frontières est absolument indispensable. Il faut repenser complètement. Vous savez, Schengen a été adopté en 1985. C'était dans un autre monde. C'était le monde heureux de la fin de la guerre froide. On allait être en paix. Personne n'avait envisagé qu'on aurait cette poussée migratoire énorme venant du Sud. Vous savez, je sais que Nicolas Sarkozy a ressorti ces chiffres chez vous en début de semaine, mais l'Afrique va passer à 2,5 milliards. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'en 2100, d'après les statistiques de l'ONU, 40% des humains seront africains. Parce que tout le monde va commencer à baisser, y compris les Chinois qui commencent à baisser. Donc la population africaine va être considérable face à nous. Et donc il faut trouver le moyen d'une meilleure gouvernance, d'un développement qui évitera que les gens se jettent sur des bateaux, fassent gagner de l'argent à des trafiquants d'êtres humains pour arriver et finir dans des banlieues où ils ne travailleront pas et où ils seront exploités et où ça donnera, s'il y a de l'islam radical au milieu, des candidats à la mort. Et c'est ça qu'il faut gérer, mais nous y sommes déjà, si je veux dire. Nous y sommes, c'est ce que vous décrivez, que de défis actuels et à venir. C'est aussi le cœur de votre livre, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Très intéressant parce que vous nous racontez finalement tout ce qui a changé à l'aune de cette guerre, aux éditions Odile Jacob. Si j'ai encore une seconde, je vous en prie, Pierre, le basculement, c'est que il y a 30 ans, au moment où le mur de Berlin tombe, on entre dans des décennies de bonheur. C'est la fin de la guerre froide, la fin de la guerre en Irlande, il y a des accords de paix, paix au Proche-Orient, etc. Là, depuis le 7 octobre, on est rentré dans des décennies de guerre. À découvrir. Merci Pierre Lelouch, c'est votre grande interview sur CNews Europe 1. À bientôt. Merci.